Good morning, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen, depending where you are. Happy to see you again today for today's webinar. On behalf of GONE, I warmly welcome you all to today's webinar, which is focusing on onchocerciasis elimination effort and progress of Mali. We have a number of pre-recorded presentations. After country presentations on Mali's remarkable progress in onco elimination, there will be a roundtable with Mali's neighboring countries, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea, Senegal, discussing approaches to enhance cross-border collaboration, which we all know is very, very important and critical for onco elimination. I'm delighted to introduce the speakers and the agenda, if I can have the agenda on the screen. Can I have it on presentation mode? Okay. For today's webinar, we have 6 different slots. This is a quick intro, which will be followed by the presentation from Mali. This is a recorded presentation. The presentation will be made by Dr. Yakuba Sangare, who is the National Coordinator of the ONCO Program of the Ministry of Health and Social Affairs of Mali. That presentation will be followed by a series of presentations which will be made by a delegate from different implementing partners. We are going to have a presentation for infants, which will be made by Professor Daniel Boache, followed by the presentation, a Land Keller International presentation by Dr. Modibo Keita, and Mali site service presentation in Mali by Dr. Mamadou Koulibaly. These presentations are going mainly to focus on the role those stakeholders, implementing partners, played in the control and elimination of onchocerciasis in Mali. We are going to have 2 pre-recorded presentations and 1 live presentation. The live presentation is by Professor Daniel Boache, and the pre-recorded presentations are from HKI and Site Service. After those presentations, we will be moving to a presentation by neighboring countries, which are Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea, and Senegal. Burkina Faso is represented by Mr. Justin Compaoré. Côte d'Ivoire is represented by Dr. Hugues Ngassa. Guinea is represented by Gaston Sherif, and Senegal is represented by Dr. Ngayosi. This is going to be 1 presentation on behalf of all the 4 neighboring countries. And that presentation will be made by Dr. Gaston Sherif. After the presentation, we'll be moving to the Q&A session. Feel free to drop your questions during the presentations. And if you think that your question was not addressed and you have to take the microphone and to ask it again, feel free to raise your hand. We'll give you the floor. Please feel free to drop your questions and comment in the chat box during the Q&A session. You can also, as mentioned, raise your hand and we will give you access to speak. When talking,
please use a standalone microphone or headset microphone rather than the built-in microphone. Language interpretation is available in English and French. Please select the interpretation icon in the meeting control. You can go to the globe icon and select the language of your choice. As mentioned, we have the interpretation in French and English. Ladies and gentlemen, I wish you all a very interesting webinar and look forward to the presentation and discussions. Without further delay, I'm going to ask our colleagues to start with the presentation from Mali, which is pre-recorded. Bonjour à tous. Donc, j'ai l'honneur de présenter la lutte contre l'onchocercose au Mali. Je me nomme Dr Sangaré Yakouba, je suis le coordinateur du programme national de lutte contre l'onchocercose et la filariose lymphatique. Nous allons statuer le plan de présentation comme site. Nous avons le profil du pays, l'historique de la lutte contre l'onchocercose, la situation épidémiologique et l'entomologique au Mali, la situation et progrès, les dernières recommandations du comité d'experts, lacunes et défis, les MDA et la surveillance dans les zones d'insécurité, calendrier d'ici 2030, la collaboration transfrontalière et adoption et action à entreprendre. Yes. Donc, le Mali, en 2024, a une population de 24 778 595 habitants. Nous avons 75 districts sanitaires, dont 34 sont endémiques à l'onchocercose. Et nous avons 5 zones de transmission opérationnelles et 18 zones de transmission opérationnelles sur 5 zones de transmission. Et la population onchocercose est de 14 174 803 habitants. Et nous avons 75 districts, et tous les districts étaient endémiques à la filariose. Nous avons 34 districts co-endémiques à la filariose. Bon, en ce qui concerne l'historique de la lutte contre l'onchocercose, nous avons réalisé la cartographie de base en 1971-1973 et les préférences étaient variées de 1 à 60%. Et nous avons commencé la lutte avec le programme OCP de 1974 à 1902 avec l'impact est réalisé, l'enquête impact réalisée a montré une prévalence en 2002, une prévalence de 0 à 5%. Et ce programme a été succédé par l'APOC de 2003 à 2015, et dont nous avons fait une évaluation en 2015, dont nous avons trouvé une prévalence de 0 à 5%. Et c'est ainsi que le Mali a entamé le processus de vérification en 2016 en mettant en place le comité des experts. En 2018, nous avons fait la mise en jeu de la cartographie. En 2019, nous avons réalisé l'enquête de pré-stop dans les 18 zones de transmission opérationnelle. Et en 2023, nous avons réalisé l'enquête stop dans 17 zones de transmission opérationnelle. Et les zones de transmission, nous continuons le traitement dans 20 districts en 2024. Quelle était la situation de l'onchocercose? On dit que l'onchocercose à la base était endémique et nous avons 3 zones comme ça, zones hypo-endémiques dont la prévalence variait de 1 à 5%. Il y avait des zones méso-endémiques dont la prévalence variait de 5 à 15 à 30%. Et il y avait des zones endémiques dont la prévalence était de 45 à 60% sur 5 régions endémiques qui étaient Caï, Kouroukouro, Siasso, Ségou et Mopti. Et nous avons réalisé en 2015 l'impact voir l'impact des traitements. Nous avons trouvé que la prévalence vraiment était très réduite par rapport à l'enquête de base et nous avons une prévalence qui variait de 0 à 5% dans l'ensemble des zones de transmission opérationnelle. Il y avait une très forte réduction de cette prévalence.
Nous avons réalisé l'enquête pré-stop en 2019. L'enquête pré-stop en 2019 a été réalisée et l'ensemble des 18 zones de transmission tournantes avaient passé à l'enquête stop, sauf la zone de transmission opérationnelle K05 qui avait une prévalence de 2,60%. Alors, au vu de cet échec de là, nous avons entrepris quelques actions, qui est la réalisation d'une étude socio-anthropologique. Nous avons fait un TDM en cartographiant tous les villages et hameaux. Et nous avons fait une micro-planification à base avec toutes les communautés pour prendre en charge tous les aspects que nous avons et la communauté pouvait nous avons à communiquer. Nous avons réalisé le TDM en tenant compte les villages et hameaux en tant qu'entité de traitement. Diapo, quelle est la situation actuelle? Aujourd'hui, nous avons des parties. Tout ce qui est en partie verte sont des zones qui sont dans la phase de surveillance et post-traitement. Et la partie rouge, ce sont des zones où nous continuons le traitement dans cette zone et que nous avons réalisé l'enquête et stop pour déterminer l'arrêt du traitement. La partie verte, c'est la zone qui est en la phase de surveillance, euh, en une phase de surveillance pour arrêter et définir l'arrêt de la transmission. Et là, malgré tout, nous avons réalisé des enquêtes entomologiques en épidémiologie en 2022-2023, des enquêtes stop, et disposons aujourd'hui au niveau du laboratoire 51 000 DBS pour l'analyse épidémiologique et 310 100 simili au niveau du laboratoire pour les analyses PCR pour déterminer la situation de l'infection au niveau des enfants et chez les simili. Au cours de la dernière réunion du comité des experts qui s'est tenue du 6 au 27 mars, il a été recommandé, certaines recommandations ont été faites de planifier les distributions pour couvrir les amont et les placeurs, c'est-à-dire prenant en compte tous les amont et villages comme site de traitement, de disposer des informations actuelles pour les formations des distributeurs communautaires, préparer l'enquête pré-SOP pour le 4/05 en 2025 à 5 tours de traitement, faire de la participation des programmes en cours des pays transfrontaliers à la prochaine réunion du comité ICOM en intégrant les points de discussion sur la surveillance transfrontalière, mettre en œuvre une étude de recherche opérationnelle pour clarifier la prévalence des sites et villages dont la seule prévalence était supérieure à 2. Nous avons constaté lors de la mise en œuvre de la lutte certaines lacunes et défis. Car, lacunes, c'est le retard des résultats des enquêtes stop au niveau de la propos. Nous n'avons pas de données sur le potentiel annuel de la transmission. Nous avons une insuffisance dans la collaboration, on note une insuffisance dans la collaboration transfrontalière et le programme dispose d'insuffisants moyens de transport, moyens logistiques. Comme défi, il faut rendre disponibles les réactifs au laboratoire et nous allons faire la recherche des données historiques pour la rédaction du dossier et nous allons assurer une surveillance post-EDEM adéquate et nous voulons renforcer la collaboration transfrontalière. En ce qui concerne les MDA et la surveillance dans les zones transfrontalières, comment nous avons procédé? Comme nous avons dit, nous vivons depuis 2012 une situation d'insécurité, mais face à cette situation, nous avons développé certaines stratégies, c'est-à-dire nous préparons et programmons les activités avec les communautés et les agents de santé des localités concernées, les surveillants de corona. Nous faisons la formation des agents et des communautés dans les zones où il n'y a pas d'insécurité pour qu'ils puissent retourner
mettre en œuvre les activités, nous utilisons les éthiques de la communauté et nous avons programmé des supervisions de proximité et nous suivons toutes les activités à travers, et nous suivons toutes les activités à travers un groupe WhatsApp par le programme et les partenaires, avec, nous réalisons aussi des communications téléphoniques. Bon, quel est le calendrier? Dans le calendrier, nous entendons quand même faire certains agréments, les TDM, que nous continuons à faire ça jusqu'en 2025. Nous allons faire l'enquête stop, le dernier enquête stop que nous voulons réaliser en 2006 dans la zone qui avait échoué au pré-stop. Nous commencerons la surveillance post-traitement à partir de 2025 dans les 17 zones de transmission opérationnelle. Et nous commencerons notre rédaction des données historiques à partir de 2025 et la rédaction du document pour la vérification de l'élimination. Nous allons faire ça à partir de 2005 à 2026 et nous allons valider les documents en 2029 et soumettre la même année 2029 le dossier d'élimination. La collaboration transfrontalière, nous avons dit la collaboration transfrontalière, vraiment dans cette situation transfrontalière, nous n'avons pas beaucoup d'actions à dire, ce qui se résume à quelques rencontres que nous avons réalisées en Guinée, que ce soit en Guinée ou au Sénégal, et nous se sommes réunis pour discuter un peu, mais il n'y a aucun document formalisé entre les pays pour cette région-là. Et les actes stratégiques, les données ne sont pas définies dans un plan et dans un document bien précis. Et nous avons vu que cette situation n'est pas euh, formalisée jusqu'à preuve contraire. Et en ce qui concerne au niveau des frontières, nous avons seul la Guinée, avec la Guinée où nous avons une persistance de la transmission, sinon dans les autres, et avec les pays voisins, la Côte d'Ivoire et le Burkina, vraiment la transmission est arrêtée dans ces différentes zones. Je dis, c'est dans ces différentes zones transfrontalières, seul avec le Burkina que nous avons une situation où la transmission continue dans les autres pays frontaliers. Vraiment, la situation, nous n'avons pas de problème avec l'élimination. L'infection est arrêtée dans ces différentes zones avec ces frontières. Disons, en conclusion, malgré l'insécurité, les activités sont réalisées avec la population, avec tous les acteurs et surtout la population des zones d'insécurité qui se sont bien engagés et qui ont bien compris là. Et en vue d'atteindre l'objectif d'élimination d'ici 2030, il est important de renforcer la communication et l'engagement communautaire, renforcer les capacités des structures de santé et le laboratoire, et faire des évaluations périodiques entomologiques et épidémiologiques et organiser des rencontres transfrontalières. Nous voyons que ensemble, nous mobilisons-nous pour éliminer la transmission de l'onchocercose au Mali d'ici 2030. Sur ce, nous remercions tous nos partenaires, Enfon, Hélène Keller International, CICB, Mexican Donation, le programme OMS et ESPEN, Merck et OCO, les experts internationaux et nationaux, les instituts de recherche, les districts sanitaires et toute la population malienne ayant contribué vraiment à aider à l'élimination de cette maladie. Merci sur ce et je vous remercie de votre attention. Bonjour Merci, à tous. merci beaucoup, docteur Yacouba Sangaré, pour votre présentation qui a brossé les activités en rapport avec la lutte contre l'onchocercose depuis l'époque des OCP jusqu'à ce jour. Et merci pour ce que vous avez pu faire et merci de partager aussi vos défis. Merci d'avoir partagé aussi les lacunes que vous avez.
On sait voir que vous êtes en train d'attendre le résultat des enquêtes STOP menées dans 17 zones de transmission opérationnelle sur les 18. Et on sait voir qu'il y a encore une zone de transmission opérationnelle KE05 qui contient 20 districts qui est sous traitement alors que nous attendons le résultat des enquêtes stop-arrêt. J'ai bien aimé la dernière diapositive dans laquelle vous êtes en train de reconnaître les appuis que vous avez reçus des différents partenaires. Vous en êtes arrivé là, non pas avec vos propres efforts, vous êtes arrivé là, bien sûr, avec l'appui aussi des partenaires. C'est ce qui va permettre à ce qu'on puisse entrer à la deuxième partie de cette présentation, de ces webinaires qui va se focaliser essentiellement sur les contributions de partenaires. Il y en avait beaucoup, mais faute de temps, nous allons prendre seulement 3 partenaires. Et les 3 partenaires qui ont été retenus, c'est Helen Keller International, Site Service and Fund. Nous allons commencer d'abord avec une présentation en live des Site Service par professeur Daniel Boitier, suivi de la présentation de Helen Keller International par Dr. Keita et la présentation des Site Service qui va clôturer cette seconde partie du webinaire sera faite par Dr. Mamadou Koulibaly. Nadia, let's give the floor now to Daniel. Daniel, you have the floor. Thank you. Can I have it in presentation mode? Yes, and please. Good day to everybody. Next slide. The END Fund has been involved in NTD activities in Mali since 2012, when they supported initially the MDA after USAID was prohibited from supporting the country because of some political issues. And once USAID resumed funding, the activities changed from the MDA to include support for LF morbidity management. And this LF support, morbidity management support has continued. And in 2019, this happened to be under the Reaching the Last Mile Fund of the END Fund. Support for Uncle Sekai's activities started in 2018 under the Reaching the Last Mile Fund, which was being managed by the END Fund. And the activities supported, which included breeding site surveys, onco-elimination mapping, delineation of transmission zones, pre-stop and stop evaluations. And then in MDA, because the pre-stop and stop, especially the stop MDA evaluation results have not been available. And therefore, the country had to continue with its MDA. Also, the END Fund has been supporting the laboratory processing of samples, which is done through the ISA lab. These activities have been done in collaboration with the partners, some of who are going to make some presentations, Site Service and Helen Keller International. Next slide. The factors that have led to progress and the current situation in Mali could be characterized under various conditions. And one that we consider as very important is understanding the country's current elimination status on the pathway to elimination. And so when we started working with the partners, other partners and the country program, one of the things that was done was to have a meeting to actually look at what was the current situation of onchocerciasis in Mali. Because as we always say, if you don't know where you are, you never know where you're going. And therefore, this was very important to us to know exactly the situation and therefore plan activities moving forward. Another characteristic that has been useful in leading to the progress is the fact that the END Fund has had this flexible funding mechanism. And this is with the understanding that conditions change in the field.
Because sometimes when you are in the field and you want to undertake some activities, let's say even a collection of vector samples, you may end up in a situation where because of climatic change, things change. And therefore, if the funding mechanism is not flexible enough, then you may lose that year and then activities will have to restart the following year. And so having a flexible funding mechanism is necessary for progress in situations where a lot of activities have been done, not only in Mali, but in other places as well. And then another activity that was supported was providing technical assistance in the development of country-specific protocols. This is in line, which are in line with the WHO guidelines. This is important because one size does not fit all. And usually WHO guidelines, as indicated, are guidelines which a country has to be able to interpret to fit the country's specific conditions. And so in Mali, for example, if we take the situation in Mali, it was found that we had to do look at the country, look at what has been done in terms of the OCP and EPOC, and be able to also take into consideration the situation of the climate change, which is making most of the northern part drier. And so planning activities have to take all this into consideration. And specific protocols were then done in line with this WHO guidelines. Also, undertaking operational research tailored to respond to country-specific challenges. For example, during the presentation by the Mali program manager, he did mention the fact that one of the operational transmission zones is still having ongoing transmission. And to understand the situation, there was the need to support operational research to really understand the reasons why that area alone still has ongoing transmission. And this was important to help the country in taking measures or planning specific activities to respond to those challenges. Next slide. What do we need to do to advance the elimination objectives? I think one of the things that is very important is to support and respect and also protect country ownership and leadership. When the country is in the leading position and the country really understands that it is their country and they own whatever is happening, then the support of partners can help in moving elimination objectives forward, because then it is no longer a partner activity, but a country activity supported by partners. And this is embedded in the way that the End Fund supports the countries. Also, supporting and building the country's human and infrastructural capacity. So within the country, currently we're supporting a mentorship program that has one of the Mali entomologists to be part of the End Fund's mentorship program, and also supporting the laboratory in putting up structures to expand the facilities that they have and also providing some other facilities. This is important because then you are supporting the country to be much more independent and be able to sustain whatever gains that are made. And then training of program personnel to have a clearer understanding of the steps on the pathway to achieving elimination and what actions need to be undertaken at each of the steps. When ONCO moves from elimination as a public health problem to elimination of transmission, what happened was that even though the strategies were changed, countries continued to do exactly what they had been doing previously. And therefore, having this kind of training for a clearer understanding of the pathway to elimination is important. Because if we take the 2016 guideline, we find out that, as Paul Kante used to say, it starts from the stop.
And so what happens before the stop needs to be explained, and then the countries and understanding this makes it much easier to move forward. And as has been mentioned in the other slide, providing of a flexible funding mechanism that takes into consideration the actions needed for each step of the elimination pathway is also critical. Once some of these activities are undertaken, taking into consideration all these support activities, then we're sure that we'll be moving or advancing towards the elimination of onchocerciasis transmission. Thank you. Thank you so much, Daniel, for sharing EndFund contribution role in the current situation in Mali. And thank you also for elaborating on factors that led to progress in the current situation, and also sharing some of your some ideas on how to advance elimination objectives. We do have questions on the chat. Docteur Sangaré, il y a déjà des questions qui sont sur le chat. Veuillez déjà répondre à certaines de ces questions. Il y a une question, par exemple, qui vient de Dr. Achille Kaboré. Should you have any question, feel free to drop your question in the chat box. We'll be now moving to two pre-recorded presentations. One by Modibo Keita from Ellen Keller International, and the second by Mamadou Koulibaly from Site Service. Nadia, let's have the presentation, HKI presentation. Bonjour, je suis Dr. Keita Modibo. Je suis coordinateur du programme MTN à Ellen Keller Mali. Je suis aujourd'hui très content et très honoré de parler du rôle des partenaires dans la lutte contre l'onchocercose au Mali. Je vais d'abord commencer à parler un peu de l'historique. Il faut dire que depuis 2008, avec l'intégration du traitement des masses contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive, et avec les fonds de l'USAID, Ellen Keller Mali a contribué dans la lutte contre l'onchocercose au Mali. Et aussi dans les années 2012 et 2013, suite à l'arrêt des fonds de l'USAID, après un coup d'État dans le pays, EndFund a soutenu le traitement de masse avec le mercantile à travers Ellen Keller Mali. Et depuis 2018, EndFund continue à soutenir les campagnes de traitement de masse avec l'ivermectine à travers Ellen Keller Mali et tous les autres partenaires qui sont sur place. Quel est le rôle exactement que Ellen Keller a joué? Il faut reconnaître que en collaboration avec tous les autres partenaires sur place, nous avons contribué à la mobilisation des ressources et aussi un soutien financier au programme. Et nous avons apporté notre appui technique en matière de planification stratégique, en matière d'intervention, en matière d'innovation par rapport à l'atteinte des objectifs. Ellen Keller aussi a eu dans le temps à apporter son expertise en matière de distribution d'ivermectine à base communautaire. Et nous n'avons pas été non plus en marge par rapport à l'évaluation d'impact de ces interventions, car nous avons apporté pleinement des appuis techniques et financiers en matière de suivi et d'évaluation, notamment dans le contrôle des qualités, la mise en œuvre des enquêtes, les activités de supervision. Nous avons aussi contribué largement au renforcement des capacités du personnel. Et un des points les plus importants, c'est qu'avec les fonds USAID à travers le projet EndFund, Ellen Keller a eu à mettre en place une base de données intégrée de l'ensemble des données historiques du programme onchocercose. Ça veut dire que aujourd'hui, nous avons toutes les données historiques du programme depuis le début de la lutte contre l'onchocercose jusqu'à nos jours. Et cette base de données est aujourd'hui annexée à la principale base de données qui est vraiment le DHS2. Parmi les facteurs clés du progrès, il faut vraiment noter le leadership du ministère de la Santé et du Développement social à travers les programmes nationaux de lutte contre les MTN.
Il faut noter aussi la planification intégrée du TDF depuis 2008, le soutien continu des donateurs. Nous avons vu que lors des événements de 2012, ENFOL a assuré la continuité de la mise en œuvre du traitement des masses, ce qui est un facteur de réussite, ce qui est vraiment quelque chose d'important pour que le programme puisse être aujourd'hui là où il est. Il faut aussi noter la fonctionnalité effective du comité des experts en cours. Ce comité examine, il supervise, il examine les interventions et il prodigue des orientations et des recommandations au programme de façon régulière parce que c'est un comité qui se réunit régulièrement au moins 2 fois par an en présentiel et sinon ils se réunissent aussi via les réseaux. Et au Mali, il faut noter aussi que nous avons eu à faire à temps la prospection des îles larvaires et des enquêtes pré-stop TDM, ce qui a fait que le programme a fait vraiment un pas géant dans la suite des autres procédures par rapport à l'atteinte des objectifs de l'élimination. Lors de l'enquête pré-stop, nous avons vu qu'il y a une zone qui est la zone K05 qui a échoué. Et avec l'Université du Canada, en collaboration avec l'Institut de recherche au niveau de la faculté ici, ils ont eu à faire une étude, une recherche opérationnelle visant à identifier les raisons de l'échec et aussi à identifier, à développer des solutions adaptées pour que cette zone puisse être vraiment de l'histoire dans l'onchocercose au Mali. Et pour finir, aujourd'hui, qu'avons-nous besoin? Il s'agit tout simplement d'améliorer la qualité de la mise en œuvre du traitement des masses dans cette zone qui est la seule zone qui a échoué et reprendre l'enquête pré-stop dans cette zone. Et nous savons aujourd'hui que les séries de traitement des masses requises sont atteintes dans cette zone. Il faut aussi achever l'analyse des échantillons de l'enquête stop et réalisée qui avait été mise en retard à cause d'un problème de disponibilité des réactifs. Et aujourd'hui, le laboratoire dispose des réactifs et ils sont appuyés pour finir le plus tôt l'analyse de ces échantillons. Il faudra penser aussi à développer un plan de surveillance post-traitement et tout en pensant à renforcer la collaboration transfrontalière. Et je pense bien qu'avec ces différents points et que si on arrive à mettre tous ces éléments ensemble, le programme pourra être au rendez-vous de 2023 pour vraiment l'élimination de l'onchocercose au Mali. Je vous remercie de votre aimable attention et je serai vraiment disponible à répondre aux différentes questions. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Dr Modibo Keïta, pour cette brillante présentation sur le rôle et la contribution de HKI dans la situation actuelle et tout ce que vous avez fait pour aider le pays jusqu'à ce jour. Je répète encore qu'il y a des questions déjà dans les chats. Dr Sangaré, veuillez déjà regarder dans le chat et répondre à certaines questions. Et collègues, si vous avez des questions, veuillez le poser. Je voudrais aussi, avant qu'on passe à la prochaine présentation, dire que pour besoin de temps, contrainte de temps, nous avons seulement choisi 3 institutions. Mais il faut reconnaître que les activités ont commencé longtemps depuis OCP. L'OMS a joué son rôle. Il y a eu aussi les firmes pharmaceutiques comme le programme de donation de Mectizan, comme GSK qui ont contribué, d'autres partenaires aussi qui ont contribué. C'est seulement, j'insiste encore pour des contraintes de temps, que nous avons pris juste un échantillon de 3. La première présentation était celle de Daniel, la seconde est HKI. Et la troisième, pour clôturer cette section de ce webinaire, va être faite par M. Mamadou Koulibaly de Site Service. Nadia, let's have Site Service presentation. Bonjour tout le monde. Je suis très honoré d'être là ce matin avec vous pour vous présenter l'appui de Site Service en matière d'élimination de l'onchocercose au Mali. Cette présentation va vous être offerte par moi-même, Mamadou Koulibaly. Je suis responsable de MTN pour Site Service au Mali, aussi directeur pays par intérim.
Et cette présentation va couvrir un bref aperçu sur le contexte. Ensuite, nous allons vous montrer un diagramme des résultats par année et ce que nous pensons être comme facteur de succès et les domaines à renforcer pour atteindre les objectifs d'élimination. En termes de contexte, c'est pour vous dire que sur les 35 districts sanitaires du pays qui étaient initialement endémiques, 20 districts continuent encore les traitements de masse, dont 8 à Koulikoro, 7 à Kaï et 5 à Sikasso. Et le pays a conduit avec succès les enquêtes de pré-arrêt du traitement en 2020, où Site Savers avec the N-Fund ont apporté leur appui. Et actuellement, nous attendons d'avoir les résultats des enquêtes d'arrêt Full Stop MDA qui ont été menées dans toutes les zones de transmission opérationnelle où la collecte des données aussi a été supportée pendant 2 années consécutives, en tout cas pour le volet entomologique à Koulikoro et Sikasso par Site et à partir de l'année dernière, nous avons continué à soutenir les traitements de masse dans ces 2 régions avec le financement des N-Fonds. Alors, comme historique des sites sévères, en fait, les sites sévères a commencé à intervenir au Mali depuis 1991 dans la région de Kouloukoro, où elle a pu mettre en œuvre l'approche de traitement à l'ivermectine sous directive communautaire dans cette région et avant de l'étendre aussi dans la région de Sikasso entre 1991 et 2008 et des traitements de masse comptabilisés en fait de 2004 jusqu'en 2023, plus de 43 millions de traitements ont pu être livrés contre l'onchocercose. Et cette versé également a participé en 2019 à l'évaluation des gîtes de reproduction larvaire dans la région de Koulikoro. Et comme mentionné un peu plus tôt, nous avons également participé aux enquêtes pré-stop avec plus de 4300 DBS collectés et aux enquêtes de stop avec plus de 100 000 mouches noires collectées et 27 000 DBS entre 2021 et 2022. Alors, en termes aussi de comité d'élimination de l'onchocercose, depuis la première décision de mise en place qui est survenue en 2016, Site a soutenu au moins 2 réunions du comité d'élimination, dont la première était en 2018 et la seconde en 2021. Comme résultat, je voulais tantôt partager, en fait, entre 2004 et 2023, plus de 43 millions de traitements ont été livrés contre l'onchocercose, comme vous pouvez le voir, et avec des années où, comme 2014, où nous avons soutenu moins de zones, parce que la plupart des traitements de masse soutenus étaient sous financement propre de l'organisation. Donc, c'était souvent adapté selon le budget alloué au pays pour soutenir les activités. Et ici, nous avons un peu la représentation sur carte de la région de Koulikoro que vous pouvez voir ici, et puis des districts soutenus dans la région de Sikasso. C'était en fait seulement 3 districts dans la région de Sikasso, puisque les 2 autres étaient couverts par le projet, par le Banque mondial, qui était dans les districts frontaliers de Sikasso et Konadjaba. Mais à partir de 2020, ces 2 districts se sont ajoutés aux 3 districts soutenus par Site Severs. Donc, dans le cadre de l'élimination de l'onchocercose, ce que nous avons pensé comme être des facteurs de succès, en fait, c'est notre capacité à couvrir des larges zones géographiques d'intervention, et parce qu'il y a une bonne répartition entre les partenaires comme Hélène Keller et nous, en termes de couverture géographique pour mettre en œuvre ces interventions, aussi en termes de mobilisation et de disponibilisation des ressources financières. Nous bénéficions également d'une variété de conseils techniques de part et d'autre de nos organisations respectives et aussi assez souvent, même si c'est dans la même région, nous parvenons à faire un cofinancement des activités en cas de besoin. Et donc, pour finir ma présentation, je vais dire que
les domaines nécessitant un renforcement pour nous permettre d'atteindre les objectifs d'élimination vont consister, par exemple, à améliorer l'appui technique apporté au pays à travers, par exemple, la mise en place d'un pôle technique d'experts qui sera composé d'experts de part et d'autre de toutes les parties prenantes et aussi commencer à mettre en œuvre des stratégies concrètes dans le cadre de la collaboration transfrontalière et en plus parvenir à un accord avec les acteurs du ministère de la Santé et des partenaires de mise en œuvre en termes de standardisation de nos procédures administratives et financières pour rendre disponibles les fonds en même temps. Et également le fait de pouvoir doter les programmes nationaux des MTN en ressources humaines qualifiées et compétentes. Et aussi, en termes de labos, aussi, nous devons nous assurer que les labos ont des capacités complètes pour commencer à analyser les échantillons qui seront collectés dans le cadre des enquêtes. Donc, ceci met fin à notre présentation. Merci beaucoup pour votre aimable attention et nous restons disponibles pour tout commentaire ou questions. Merci beaucoup, Dr Mamadou, pour votre présentation sur le rôle que Siteservice a joué dans la situation actuelle de l'onchocercose au Mali. Nous allons devoir passer à la prochaine étape de notre présentation qui va se focaliser, de ce webinaire, pardon, qui va se focaliser essentiellement sur les aspects transfrontaliers. Il est vrai que le Mali fait de progrès. Il est vrai que les enquêtes, les traitements sont arrêtés dans pratiquement 17 zones de transmission opérationnelle sur le 18. Les traitements ne continuent que dans une seule zone de transmission opérationnelle, soit 20 districts, et que les échantillons sont en train d'être analysés. Mais si la situation au niveau des pays voisins n'est pas claire et la situation est catastrophique, cela peut constituer un frein pour la vérification de l'élimination de l'onchocercose au Mali, si jamais le Mali arrive à être au rendez-vous de 2030. D'où la nécessité de la collaboration transfrontalière. Dans la prochaine étape de ce webinaire, nous avons combiné la présentation de 4 pays en une seule présentation qui sera faite par Gaston Chérif de la Guinée. Et cette présentation est faite au nom de pays voisins, à savoir le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Sénégal. Donc, je demande à Nadia de nous passer la présentation du pays voisin. Bonjour à tous, merci pour cette présentation que je voudrais faire au nom des 4 pays limitrophes de la République du Mali. Et cette présentation, donc, je la fais au nom de mes collègues, M. Justin Compaoré de Burkina Faso, Dr Ngassa de Côte d'Ivoire, Dr Ngayossi du Sénégal et moi-même, Dr Mou Konkouré Diallo de Guinée, qui vous fait cette présentation. Cette présentation sera axée sur 4 points. Tout d'abord, nous partagerons les cartes des pays avec les districts endémiques limitrophes du Mali. Puis nous parlerons des défis et enjeux de la zone frontalière, les données des districts frontaliers, les actions et objectifs prévus à l'horizon 2025 pour renforcer la collaboration transfrontalière. En ce qui concerne la cartographie des districts frontaliers avec le Mali, tout d'abord, le Burkina Faso a 11 districts frontaliers, comme vous le voyez sur la carte. Ces districts, en fait, sont sous surveillance. Ils ne sont pas du tout endémiques à l'onchocercose. Mais il y a 3 districts, principalement Dande, Orodara et Sindou, qui sont en train de faire la recartographie des gîtes larvaires dans les villages. La Côte d'Ivoire, elle, a 5 districts limitrophes avec le Mali, dont 4 sont endémiques, et le seul qui n'est pas endémique est Tengrela en bleu sur la carte.
La République de Guinée a 5 districts sanitaires frontaliers avec le Mali, qui sont tous endémiques à l'onchocercose. Ces districts sont sous traitement et sont prévus pour l'enquête full stop en 2024. Et dans le cadre de l'élimination de l'onchocercose, il y a 37 gîtes qui avaient été répertoriés dans ces 5 districts sanitaires, gîtes productifs. Mais actuellement, la recartographie de ces gîtes est en cours. Quant au Sénégal, c'est 2 districts qui sont frontaliers avec le Mali. Ils sont sous surveillance. Le traitement est déjà arrêté. C'était déjà actualisé et l'enquête full stop a été conduite dans ces districts. Par rapport aux enjeux et aux défis, les pays ont d'énormes défis à rencontrer, à relever, mais 2 ont été principalement résumés ici. Le premier défi est de s'assurer comment faire un traitement effectif des populations le long des frontières, parce que partout on a constaté un mouvement important de part et d'autre des frontières. Et nous avons convenu qu'il y a 3 niveaux d'action pour pouvoir relever ce défi. Il y a d'abord les actions qui doivent être menées par la coordination des pays limitrophes. Il s'agit d'élaborer un plan cohérent intégrant les activités de chaque district sanitaire, d'assurer un plaidoyer soutenu et continu auprès des autorités et de toutes les parties prenantes, d'élaborer un document technique pour servir de fond pour le Memorandum of Understanding, c'est-à-dire le protocole d'accord. Par rapport aux autorités nationales de ces pays, il est demandé à ceux qui s'engagent fermement pour la signature d'un protocole d'accord, de faciliter les échanges et le déplacement des acteurs et d'inscrire une ligne budgétaire en faveur de la lutte contre l'onchocercose, notamment la surveillance. Pour les partenaires, il est demandé que pour pouvoir relever effectivement le défi qui consiste à traiter toutes les personnes le long des frontières, ils doivent être souples et plus flexibles dans les prévisions budgétaires, tenir compte des priorités et des besoins spécifiques par pays. Le problème qui se pose, c'est que même partenaire peut être dans les 2 pays, mais avec des work plans et des programmations différentes. Au moment où un pays fait ceci, l'autre pays n'est pas encore à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on demande de la flexibilité. Le deuxième pays important que des pays ont à relever, il s'agit d'assurer la mise en œuvre des activités d'élimination de l'onchocercose, mais dans un contexte d'insécurité. C'est notamment le cas du Mali, le cas du Burkina Faso en particulier. Ce qu'on demande aux programmes nationaux, c'est d'être proactifs et réadaptatifs en rapport avec les plans qui ont été initialement élaborés, tenir compte donc de ce qui se passe sur le terrain, tenir des réunions de coordination technique avec toutes les parties prenantes. Ensuite, au niveau national, les autorités sont demandées d'assurer l'accompagnement du programme avec l'implication des autorités locales et des partenaires. Et au niveau des partenaires, c'est d'assurer une planification conjointe, encore être flexible et assurer le suivi de la mise en œuvre. Les données des districts frontaliers du Mali sont présentées dans ce tableau-là. Il s'agit en fait de s'assurer est-ce que les districts frontaliers, quel est le nombre total de districts frontaliers avec le Mali et est-ce qu'il y a un besoin de cartographie. Pour les 11 districts du Burkina Faso, il n'y a pas de besoin de cartographie. Pour la Côte d'Ivoire non plus, ce n'est pas applicable. La Guinée également et le Sénégal non. Est-ce que la transmission est en cours? Est-ce qu'il y a des traitements de masse qui sont en cours? Il s'agit de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Quelle est la date du prochain cycle de traitement? Pour la Guinée, nous prévoyons mars. Pour la Côte d'Ivoire, ils ont prévu en mars 2025 et pour la Guinée, c'est au mois de mai. Le Sénégal ne fait pas de traitement de masse, ni le Burkina Faso au niveau de la frontière avec le Mali. Par rapport à la suspicion de transmission supprimée, le Burkina Faso a dit que ces districts sont sous surveillance, ils ne sont pas endémiques. Et la Côte d'Ivoire, non.
ainsi que le Sénégal, mais par rapport à la Guinée, il y a 5 districts que nous supposons qu'il y a une suppression de la transmission. Alors, les populations ont également été présentées dans ce tableau avec le nombre de villages de première ligne, dont 12 villages pour le Burkina Faso, 3 villages pour la Côte d'Ivoire, 37 villages pour la Guinée et 11 villages pour le Sénégal, pour une population le long de ces frontières-là de près de 3 700 000 habitants. Quels sont les domaines d'intervention? Il y a le renforcement de la surveillance, la planification et la coordination, le développement des ressources humaines et le financement des activités. En ce qui concerne le renforcement de la surveillance, c'est pour maintenir les acquis vers l'élimination. Lorsqu'un pays d'un côté est déjà arrivé au niveau de l'élimination de la transmission et que l'autre continue de traiter, il faut renforcer la surveillance du côté de l'autre pays pour qu'on s'assure qu'il n'y a pas réinvasion. Il faut donc diversifier les sites de capture de simili, en particulier au niveau des zones frontalières, renforcer les capacités de tous les acteurs dans la surveillance entomologique et dérouler un plan de communication en zone d'endémie. Sur le financement, il est demandé la mise en place de fonds domestiques pour accompagner les activités de surveillance. Il y a également à mutualiser les efforts dans la surveillance. On peut définir une zone de tampon de part et d'autre des frontières, mettre en place un dispositif de contrôle et de surveillance au niveau des frontières et amener les partenaires techniques et financiers à renforcer davantage le financement de la surveillance transfrontalière. Par rapport aux activités qui sont prévues en termes d'objectifs et d'activités, il y a d'abord la note technique consensuelle sur la collaboration transfrontalière qu'il faut rédiger. Pour cela, on demande de mettre en place un groupe de travail technique qui va élaborer la note technique sous forme d'atelier en présentiel de 4 jours avec des participants de chaque pays, et de mettre en place un comité technique pour l'élaboration, soumettre la note consensuelle au comité d'experts pour validation technique au niveau de chaque pays. Le protocole, une fois élaboré entre les pays, il va falloir mettre en place un mécanisme ou un dispositif de suivi des accords signés et l'évaluation des progrès. Ça, c'est au niveau des ministères de la Santé, mais aussi des présidents des comités techniques et les points focaux partenaires techniques et financiers. Pour la synchronisation de la distribution de masse, il faut organiser des réunions préparatoires, virtuelles et présentielles, surtout au niveau des districts, où on pourra élaborer des microplans conjoints entre les districts voisins. Et il faut s'assurer que les ressources nécessaires et tout autres intrants pour la campagne sont en place à temps. Harmoniser les périodes de traitement. Les responsables sont les programmes nationaux et les partenaires qui les accompagnent. Par rapport à l'objectif de surveillance intégrée transfrontalière, on demande de mettre en place un dispositif de contrôle et de surveillance au niveau des frontières. En général, les pays-là, ils ont le même climat avec 2 saisons, une saison sèche et une saison de pluie, qui peut être plus courte dans l'un des pays ou plus longue dans l'autre. Mais néanmoins, on a les 2 saisons. Il faut donc mettre en place un dispositif de contrôle en fonction de la saison pour pouvoir avoir le maximum d'informations sur la productivité des gîtes. Donc, il faut renforcer pour cela les capacités des chargeurs au niveau de la frontière, dérouler un plan de communication. Collecter et partager les données en mettant en place un système coordonné de gestion et une plateforme de partage de données. Assurer les réunions régulières transfrontalières au niveau local, entre les districts voisins par exemple, par l'identification des acteurs locaux au niveau district, la mise en place des mécanismes de coordination à ce niveau-là, et tout cela devrait être figuré dans le mémorandum, donc dans le protocole d'accord. Établir un calendrier de tenue de réunions et assurer le suivi. Les programmes nationaux, les directions régionales de santé ou des districts, les partenaires techniques et financiers devraient assurer le suivi de tout cela. Par rapport à l'évaluation d'impact, entomo et épidémiologique, les étapes pour atteindre cet objectif, c'est faut reconnaître d'abord que c'est difficile à mettre en œuvre, car les districts, comme on l'a montré tout à l'heure, et les pays sont à des niveaux différents.
Mais pour l'entomologie, les captures saisonnières, comme je disais précédemment, peuvent être synchronisées puisque on a les mêmes saisons. Il faut identifier les interventions clés de part et d'autre des frontières qu'on pourrait mener ensemble. Retenir les interventions capables de se dérouler de manière conjointe et planifier et mettre en œuvre ces interventions. Donc, il faut une planification conjointe pour cela. Par rapport au financement par les donateurs, il faut créer une relation de confiance dans la gestion efficace des fonds, la transparence, la redevabilité, assurer la disponibilité donc à temps des rapports et pièces justificatives, renforcement de la gestion basée sur les résultats. Et ça, c'est le rôle des coordonnateurs de programmes et ainsi que les points focaux des partenaires qui sont dans les pays qui les accompagnent. La participation aux comités nationaux d'élimination de l'onchocercose ou le comité des experts des pays voisins. Il faut systématiser l'invitation des différents programmes nationaux. Ça a déjà commencé. La Guinée a invité, le Sénégal a invité, je crois le Mali aussi a invité. Il faudra le systématiser pour assurer le plaidoyer avec les partenaires financiers, auprès des partenaires financiers dans l'accompagnement des acteurs. Et l'OMS devrait jouer ce rôle à travers le SPN et les partenaires qui accompagnent l'organisation. Merci pour votre aimable attention. Voilà ce que les 4 pays ont décidé de présenter à l'occasion du webinaire de Mali. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Diallo, pour avoir présenté au nom des pays voisins, au nom des 4 pays voisins, les enjeux, les défis, les activités prévues, les objectifs ainsi que les étapes à suivre pour atteindre ces objectifs. Nous avons suivi là toutes les présentations, la présentation du pays, la présentation des 3 agences de mise en œuvre et nous avons aussi suivi la présentation de pays voisins. Nous allons maintenant passer à l'avant-dernière étape de ce webinaire. Il va consister à la session questions et réponses. Comme je l'ai dit avant, si vous voulez poser votre question, veuillez lever votre main et nous allons vous donner la parole. Mais je voudrais d'abord qu'on commence avec les questions qui ont été posées et qui sont encore restées sans réponse. Sangaré, il y a une question que Dr Achille a posée. Quelles sont les raisons à la base du retard dans le traitement des échantillons qui ont été collectés lors des enquêtes Stop MDA dans les 17 zones de transmission opérationnelle? Est-ce que vous pouvez donner les éléments de réponse à cette question, Sangaré? Oui, Didier. Allez-y. Oui, je pense depuis que nous avons fait, il y avait d'abord un problème de protocole d'analyse. Il y avait entre choisir l'ancienne technique et la nouvelle technologie pour faire l'analyse. Or que la nouvelle technologie n'était pas validée par l'OMS et puis il y avait beaucoup de choses qui manquaient pour que le laboratoire puisse faire. Mais avec l'appui de Enfone et le Sénégal, il y a eu une formation sur cette nouvelle technique à Dakar et aux États-Unis. Mais après, quand nous avons commencé, selon l'information du chef de laboratoire, il y avait des retards d'obtention des réactifs et qui venaient en compte-gouttes. Et quand vous voyez le Mali, vraiment, c'est des grandes zones. Il y en a beaucoup d'EBS, il y a beaucoup de simili. Donc, si les réactifs ne sont pas venus en quantité, ça demande une charge de travail. Je pense aussi qu'au niveau du laboratoire, il doit y avoir un problème une insuffisance de ressources humaines. Parce que une seule, 2 ou 3 personnes, vraiment, ce serait insuffisant vu la quantité pour finir à temps ces analyses, ce traitement au niveau du laboratoire. Ça, c'était mes échanges et mes observations concernant la mer. C'était mieux aussi que si le responsable du laboratoire était en ligne, il avait des préoccupations, il pouvait souligner. Quand même, beaucoup de préoccupations ont été soutenues par Enfone. Et vous-même, vous nous avez aidé et orienté
où on peut aller plus vite avec ça. Et je pense que la bonne nouvelle est que les échantillons sont en train actuellement d'être analysés et que ça prendra un peu de temps, mais les analyses sont très avancées. Peut-être dans 1 mois et 2 mois, on pourra avoir tous les résultats. Et ces résultats sont nécessaires pour pouvoir décider réellement de la situation des 17 zones de transmission opérationnelle, parce que vous êtes en train de dire, vous avez arrêté le traitement sur base de certaines informations, mais on n'a pas encore de résultats. Il y a une autre question qui était posée, c'est celle de savoir si vous avez un plan de durabilité, sustainability plan in place. La personne qui a posé cette question voulait savoir si le plan existe, il est en place, parce que ce plan vous sera d'une importance capitale dans la phase, dans les phases qui vont suivre. Est-ce qu'il existe déjà un plan de durabilité sur place? Oui, bon, depuis l'année 2023, avec l'appui des partenaires, le Mali a disponible un plan de durabilité dans le cadre de lutte contre les maladies tropicales négligées au Mali. Nous avons ce plan, mais pas un plan individuel par rapport à chaque maladie, mais toutes les maladies prise en charge. Nous avons fait ça au niveau du Mali. Mais quand même, nous disposons déjà d'un plan de surveillance que nous avons déjà élaboré. Okay, merci. So, who asked the question? Gabriel, the sustainability plan is in place. It's not it's an integrated sustainability plan for all the entities. Il y a une autre question qui avait été posée, je pense, par Ronan Jambou, qui voulait savoir si vous avez des cas de syndrome de hochement de la tête, connu en anglais sous le nom de nodding syndrome. Est-ce que vous avez une idée si ce syndrome existe et quelle est la situation dans des zones qui ont été traitées, qui ont arrêté le traitement depuis pratiquement 3 ans, depuis que vous avez mené les enquêtes Full Stop MDA? Et est-ce que vous avez des informations sur les syndromes de hochement de la tête ou les nodding syndrome disease? Nous n'avons pas notifié des cas. Nous n'avons pas remarqué lors de nos supervisions, lors de la mise en œuvre des TDM, parce que c'est des aspects souvent qu'on cherche, mais il n'y a aucun cas n'a été notifié dans toutes ces zones. Okay, that's fine. Il y a une question qui a été posée par Vicent de la RDC, de UFA, qui voulait savoir quels sont les éléments qui ont été pris en compte pour le choix des zones de transmission. Je vais laisser cette question à Daniel. Vincent, je voudrais seulement dire que ce n'est pas un choix. On délimite une zone de transmission opérationnelle et l'entomologie joue un rôle capital dans cette délimitation. So I'll give the floor to Daniel to elaborate a little bit on key factors that should be taken into account when delineating operational transmission zone. Daniel, are you still there? Yes, I haven't left. And it's unfortunate that Vincent was not at a session we had on Monday at the DRC Program Manager's office because I had a presentation taking the program through all the things that were done in Mali. I would just mention that some of the information that we took in developing the operational transmission zones in Mali. And here I want us to be clear that I'm not talking about a biological transmission zone because I'm talking of operational transmission zone, which is a programmatic sort of delimitation of the country into transmission zones. And so some of the factors that were used included the river basins in Mali, taking the Niger and then the other river basins, the affluents or the tributaries. Also, all the previous prevalence data
that had been collected in Mali, including historical information on where you find onchocerciasis, and then also information on the breeding sites data, which has been collected from the time of the OCP and then recently as well. And then species distribution information and then migration data. And here, the reason I brought in the migration is to try and clarify when I mentioned that we have the operational transmission zone and not a biological sort of transmission zone as such. Because if we take Guinea, Mali, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, during the time of the OCP, at the beginning of the rainy season, you have reinvasion of flies coming from as far away as Guinea, Sierra Leone, and then into Mali and Cote d'Ivoire. And so if you were to take the biological transmission zone, then all these areas will be considered as one because you have movement from one side into the other. But for the country to be able to progress and look at elimination, country situation-wise, the country was used the river basins within the country, the previous prevalence data, the breeding size data, the species distribution data, and also local knowledge in coming out of these operational transmission zones. Okay, thank you, Daniel, for sharing those elements. Before I give the floor to Achille and Coulibaly, I know Coulibaly would like to comment on some of the factors behind the delay in processing samples, and Achille has also raised his hands. I think he wants to ask why stopping MDA when you don't have the results. But it was mentioned during this webinar that operational research was conducted. For those interested, a paper was recently published in BMG Global Health by a PhD student from University of Ottawa, exploring the reasons behind some of those barriers. And the title of the paper is Understanding the Barriers and Facilitators Related to Never Treatment During MDA Among Mobile and Migrant Population in Mali, a qualitative exploratory study. If you are interested, please feel free to go online, and the paper is available free of charge in the public domain. It's an open access paper. So I will give the floor now to Coulibaly. Yes, Coulibaly, vous voulez donner des informations additionnelles sur la situation du labo? Vous avez la parole. Yaya, vous avez la parole. Je vous donne la parole, vous ne la prenez pas, je vous l'arrache. Achille, over to you. Achille, are you there? Hello? Yes, please. Your microphone was muted. Please, go ahead. Please, unmute. Okay, fine. Ok, merci. Je pense que j'ai déjà posé la question dans le chat. Je me demandais pourquoi on a arrêté alors que ça fait quand même un bout de temps qu'on continue à attendre les résultats. Donc, je me dis que quelles que soient les informations qu'on avait à disposition, ça ne coûtait rien de continuer à traiter jusqu'à ce qu'on ait la certitude qu'on peut effectivement arrêter le traitement. Parce que je me dis que si par aventure ces résultats reviennent un peu bizarres, ça serait difficile de reprendre et on aurait perdu du temps. C'est seulement cette préoccupation et j'aimerais avoir peut-être des éclaircissements là-dessus. Merci. Oui. Sangaré, est-ce que vous avez arrêté seulement dans 17 zones de transmission opérationnelle et que dans une zone de transmission opérationnelle, le traitement continue,
ou bien le traitement continue dans toutes les Et 18 zones de transmission opérationnelle? non, Allez-y, Sangaré. non, on n'a pas arrêté le traitement. Et puis, on est en train de continuer le traitement toujours dans ces 20 districts sanitaires. Dans combien? Dans 20 districts sanitaires. Sur combien? Sur sur les 35. Mais c'est ça, si vous continuez dans 20, ça veut dire qu'il y a des districts qui ont arrêté. C'est l'impression que Oui, votre il y a des présentation... districts, c'est-à-dire les zones qui ont été avec la base de certaines expériences qui étaient des zones méso-endémiques qui avaient une sous-traitement filarien. Donc, avec les différentes évaluations, et ceci a été décidé d'arrêter dans ces zones-là. Bon, les zones qui étaient considérées comme méso-hyper-endémiques, où les résultats n'étaient, on avait continué qui faisaient les 20 districts sanitaires. Donc, avec l'évaluation, l'enquête top, vous savez que les zones de transmission opérationnelle ne répondent pas directement à l'égalité des districts sanitaires. Donc, c'est un découpage, comme Daniel vous a bien dit, mais le traitement se faisait par district sanitaire. Dans le district sanitaire, vous allez trouver qu'il y a une partie des aires de santé qui fait partie d'une autre zone sanitaire qui est d'un autre district. Donc, le traitement a été toujours continué dans ces 20 districts sanitaires, malgré qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas le résultat. Il s'est dit, tant qu'on n'a pas le résultat, il faut continuer. Maintenant, quand on aura le résultat, déjà qu'on a fait le traitement, le jugement sera plus facile. À moins que je me sois trompé, ce n'est pas ce qu'une des DIA dit exactement, et je pense que c'est la raison pour laquelle Achille pose cette question. L'impression qu'on a, vous avez arrêté vous avez arrêté le traitement en attendant le résultat, et le résultat, les analyses prennent trop de temps. Bon, on pourra en parler après. Oui. Yaya? Oui, Didier, bonjour à tous. Désolé, je n'arrivais pas à me mettre à enlever le mute. Donc, moi, je voulais juste réagir, clarifier un peu la situation des échantillons de labo. Par rapport à ces échantillons, après notre dernière réunion du comité des experts, il avait été recommandé de chercher des équipements supplémentaires et des réactifs supplémentaires pour aller vite avec les échantillons. Et malheureusement, il a fallu attendre 10 mois pour avoir certains équipements. Et vu le retard, entre-temps, Enphone a payé beaucoup de supplies pour nous au labo. On a eu des réactifs et des petits outils pour aller plus vite. Mais le gros lot qu'on attendait, on n'a jusqu'à présent pas pu l'avoir. Donc bientôt 11 mois. Et il y a 3 mois, j'ai réduit la liste pour envoyer une liste de 15 éléments, il y a 3 mois. Et un mois après, on m'a envoyé beaucoup d'autres éléments, mais sur les 15 les plus nécessaires pour aller vite, on a reçu 3 seulement. Donc, on attend maintenant depuis 3 mois encore ces 12 matériels et réactifs qu'on n'arrive pas à avoir. Donc, c'est pour dire, et là, Enphone a fourni beaucoup d'efforts. IAO de Mexican Donation Programme a fourni beaucoup d'efforts. Ce n'est pas un problème de financement. Et au labo, il n'y a pas de problème de personnel aussi. Parce qu'il y a 2-3 personnes qui attendent d'utiliser le même matériel. Donc, ça prend beaucoup de temps. On a demandé, même les pipettes simples, les pipettes multichannel, on en avait un seul fonctionnel au labo. Et 11 mois pour livrer ça, il y a un problème quelque part, nous ne savons pas exactement, mais il y a un problème sérieux quelque part. Parce que, je pense voilà. le message est passé, et je vois aussi la confirmation de Yao Bizang, la confirmation de professeur Mamadou Sungalo Traoré. Je vois aussi Benoît Dembélé. Tous les trois disent que le traitement n'est pas arrêté et le traitement continue bel et bien au Mali. Je pense que ce sont les questions qui n'étaient pas répondues. Il nous reste pratiquement 20 minutes. Il y a une question qui est posée par, je vais voir le nom,
Je l'avais vu. Un instant, je suis presque là. Je pense que c'était, OK, Jed. Jed qui voulait savoir, how often is the MDA? Quarterly, semi-annual or annual? Quelle est la fréquence de traitement de masse? Est-ce que c'est 4 fois l'année? Est-ce que c'est 2 fois l'année ou c'est 1 fois l'année? Non, au Mali, le traitement est annuel. Le traitement annuel, it's an annual MDA. And Professor Tomunach has just posted something in the chat. They have just shipped, sorry. They have just shipped some items. So this is a very good news. And Yaya Koulibaly, we have shipped over 100,000 USD worth of supplies and reagents to Mali over past year. OK. C'est une bonne nouvelle, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et toutes les méninges sont mobilisées pour pouvoir appuyer le Mali dans ses progrès et analyser ses échantillons et les terminer, c'est vraiment très, 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 très capital. So we are going to take the last questions, 1 or 2. If you still have a burning question, feel free to raise your hand. I'm going to give you the floor. We have now 8 minutes left. I'll give you the floor for 1 minute, and then we will move to the closing remarks, starting with the country, and then we'll give the floor to Nadia. Any burning question? Let me check. Est-ce qu'il y a des questions encore, de main levée? Je ne vois pas de main levée. C'était réellement un plaisir d'être ensemble avec toute la communauté onco et ceux qui s'intéressent à l'onco. Nous avons tous vu le progrès réalisé par le Mali, le défi qui y ont été présentés et le besoin de la collaboration transfrontalière et ce qui est en train d'être mis sur pied en termes de Memorandum of Understanding pour faciliter les activités transfrontalières. Il est vrai que le progrès a été fait et nous avons vu aussi que les défis qu'il y a en rapport avec les aspects des labos. Donc, il y a vraiment nécessité qu'ensemble, on se mette pour trouver des solutions à certains de ces problèmes. Et avant que je ne passe la parole à Nadia pour certaines informations pour le webinaire qui viennent, je vais quand même donner la parole à Yacouba Sangaré et je vais donner pour 1 minute, je donnerai la parole au président du comité d'élimination de l'onco. Je pense que c'est le professeur Sungalo Traoré. À vous la parole, Yacouba. Merci Didier, merci. Vraiment, je remercie tout un chacun. Nous sommes très contents de faire la présentation de la situation du Mali, que tous les participants puissent avoir une information et voir si les lacunes qui sont là nous appuient dans ce sens. Vraiment, je remercie quand même tous les partenaires que ce soit... Pas quand même. Grandement. Non, je remercie tous les partenaires. Oui. Et je remercie l'OMS dans sa grande gestion, dans son grand appui, et surtout sur la mobilisation, et Mexizen aussi dans sa grande mobilisation pour les médicaments dans le cadre du traitement. Merci beaucoup. Voilà. Professeur Sungalo Traoré, you are the chair of the National Onco-Elimination Committee. 1 or 2 words. Vous êtes encore avec nous? Attends, je vois quelque chose. OK, professeur, peut-être qu'il a des problèmes avec le micro. Donc, je vais passer la parole. Il nous reste 5 minutes. Je vais passer la parole à Nadia pour peut-être certaines informations administratives. Quel sera le prochain pays, ses présentations, ses diapositives, où est-ce que vous pouvez les avoir? Je pense que certains coordonnateurs ont reçu certains messages de Nadia leur demandant de partager certaines informations. Nous sommes en train de compiler les informations
pour pouvoir aider le pays dans le cadre des collaborations transfrontalières. Donc, je laisse la parole à Nadia pour ces informations-là. Nadia, over to you. Thank you, Didier. Thank you very much, panelists and everybody. So just to a few words on the next steps. We will produce webinar reports and we will also send out a survey for your feedback on this webinar. We will also share the recording of the webinar and the slides, which will also be posted on the GON website. For this year, this has been the last country webinar. There will come more in the next year, so please stay tuned. And GON will continue to provide a platform for sharing information, knowledge, and building and strengthening partnerships among countries and partners. Thank you very much for your participation and looking forward to working on continuous sharing information and building partnerships. And if I may ask Nadia, which country is next? I know, but I want the community to know which country is next. Or are we pausing and then we'll be meeting in 2025? So we still have to confirm with a couple of countries on the date. So we will share this once available. Okay. Thank you so much, ladies and gentlemen. It was a real pleasure to show you so many, despite your busy agenda and busy schedule. Today's webinar was mainly on Mali. We heard on progresses made so far, challenges, opportunities, and we heard on support and roles played by different stakeholders, EndFund, HKI, and site service. As mentioned, so many partners contributed to the current situation of ONCO in Mali. The control of ONCO in Mali started many years ago with the OCP, ONCOSAI Crisis Control Program in West Africa. And so many partners contributed, like the World Bank, the UNDP. There was a consortium which was put in place, WHO, and FAMA contributed also. So it's really good to see the current progress. We also know all the challenges that were highlighted. There's a challenge on some of the items needed to process the samples, and which unfortunately has been delaying the processing of samples. So Mali is making progress, and we hope to see the results of those samples that were collected during the Full Stop MDA. And we hope that the results are going to be very, very good. And if the pre-stops MDA is successful in those 17 operational transmission zones, that's a big step. And the MDA will be stopped in those implementation units, and Mali will be moving to post-treatment surveillance in those areas. And hopefully the 20 districts that were under MDA still, where they failed the pre-stop MDA, an operational study was conducted. As I mentioned, if you would like to know more on some of the barriers, there's a published paper. You can go online and get it. And we hope that when the second pre-stop MDA will be conducted, those 20 districts will have very good result, and we hope that they will stop also. They will move to the full stop MDA. Once again, thank you so much. Wishing you good afternoon, good evening, and good night, wherever you are. Bye-bye. Thank you. Goodbye.